Oui, c'est moi. La Maroc, se poser la question pourquoi, c'est des questions qui nous hantent tous, mais des questions à laquelle on n'a pas forcément de réponse. On n'est pas à la place de Dieu. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu dans le Sefer Yecheskel, Lo marché votai, marché votechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo drachechem derachai. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Pour la concurrence, Ah ouais. C'est comme ça. Mais par contre, le comment de la Shoah, oui, je pense qu'il faut le comprendre. Comment ça s'est mis en place? Comment est-ce qu'ils ont réussi à pratiquement détruire le peuple juif? Alors, il y a un historien qui fait partie des historiens de la Shoah qui a émis une théorie d'une classification dans le temps. Cet historien, il s'appelle Raoul Hilberg, et lui, il a dit que la Shoah se passe en 4 étapes. Tout d'abord, il y a la dénonciation. C'est quoi la dénonciation? Il faut trouver qui est juif. Et pour ça, comprenez bien. Alors vous allez me dire, ils sont antisémites, c'est pour ça, ils ont fait la Shoah, ils n'aiment pas les juifs. Mais d'où ça vient? Bah, les juifs, c'est les juifs qui ont... Quoi? Les juifs, c'est eux qui étaient antisémites? Non. Il y en a qui ont dénoncé. Ah, il y a des juifs qui ont dénoncé, mais d'où ça vient que les Allemands mettent un mec comme Hitler au pouvoir? Parce Mais que il est pas. je vous rappelle à toutes, Il est que pas. Hitler, il monte pas au pouvoir, il a pas fait il a essayé de faire un putsch dans sa jeunesse, de prendre le pouvoir par la force, ça n'a pas réussi, il a été emprisonné, en prison il va écrire un livre qui s'appelle Mein Kampf, et là-bas il va comprendre que le peuple allemand, il aime l'ordre, et que donc s'il doit prendre le pouvoir, ça doit être de manière légale, démocratique, et c'est démocratiquement qu'il monte au pouvoir. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un mec qui dit ouvertement une politique raciste, il va être mis au pouvoir? Comment ça marche? Parce que la République a été menacée. Par qui? Par quoi? Comment? Là quoi? Là? Quelle crise? La quoi? De 29? Ah, vous croyez qu'en 4 ans il s'est fait? Vous croyez que de 29 à 33 il s'est fait Hitler et c'est tout? Mais déjà, la République avait connu une crise. De Weimar. Non, regarde pas Madame Vermont. Madame Vermont, elle t'a aidé suffisamment. Venez, on va prendre un exemple plus concret. Prenez un enfant de 10 ans. Il a 10 ans en 1919. En 1919, il a 10 ans. C'est-à-dire, lorsqu'il entend à la radio le traité de Versailles, qui vient dire que la fin de la Première Guerre mondiale a été déclarée et que le responsable de toute la guerre, c'est l'Allemagne, que celui qui va devoir tout payer, que celui qui va devoir porter sur son dos le drame de la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Cet enfant-là, il a 10 ans. Quel âge il a en 33? C'est-à-dire, il a, c'est possible, 24. 24 ans. C'est-à-dire qu'il est la jeunesse allemande. C'est un garçon qui, pendant près de 10 ans, un peu plus de 10 ans, il a grandi en lui disant, tout le temps on lui rentrait dans la tête, l'Allemagne elle est mauvaise, l'Allemagne elle n'est pas bien, c'est de la faute à l'Allemagne. Tout d'un coup, il y a un mec, petit à petit, doucement, doucement, qui vient dire une chose. Moi, mon rôle, c'est de rendre à l'Allemagne sa fierté. Toi, t'es un jeune, t'as pas envie de t'identifier? T'as pas envie de te laisser porter? Maintenant, je sais pas si vous avez déjà vu des discours de Hitler. Je parle pas allemand. Et j'ai pas besoin de parler allemand pour savoir que Hitler était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Quand on le voit porter ses discours, c'est quelqu'un qui draine des foules. Vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut le savoir de manière complète que c'est un charismatique énorme? C'est quand même un mec, imaginez le délire, qui a fait comprendre et mis dans la tête à tout le monde qu'il y avait quelque chose qui était une race supérieure, les Aryens, mais lui, il n'est pas arien. Que le peuple allemand, il est porté au-dessus des autres, mais lui, il n'est pas allemand. Il est autrichien. Alors vous allez me dire, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il met en idéal, et pourtant les gens le suivent. Ça montre à quel point il est charismatique. Il est charismatique, et cet homme-là, tout le temps, il dit, voilà, l'Allemagne a été écrabouillée, moi je vais la relever. Mais vous voulez savoir pourquoi l'Allemagne a été écrabouillée? Bon, ben les gars, pas de problème. Je vais me servir d'un bon vieil antisémitisme qui a 2 sources. 1, l'antisémitisme chrétien européen qui a 2000 ans. Et 2, je suis en Allemagne. L'Allemagne a une mythologie germanique très forte
dans laquelle les Germains, le peuple germain, se voient aussi comme le peuple élu. Donc je vais me servir de ces deux forces-là pour dire, voilà, il y a un peuple élu qui n'est pas élu, et c'est d'ailleurs à cause de lui qu'on a eu des problèmes, qu'on a eu la fin de la Première Guerre, qu'on a perdu la guerre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous avez un jeune garçon qui avait 10 ans, qui a grandi, avec l'idée qu'un jour, il pourra relever la tête, et deux, qu'on pourra enfin écraser celui qui nous a fait baisser la tête. Tout ça peut nous aider à comprendre comment, démocratiquement, avec quelque chose comme 31% des voix, Hitler arrive au pouvoir en 1933. Bon d'accord, il est au pouvoir, mais il n'y a pas la Shoah tout de suite. Entre 1933 et la révolte du ghetto de Varsovie en 1943, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Comment ça marche? Eh bien d'abord, il ne se passe rien. Ça se passe doucement, mais sûrement. Qui va piano? Vassano. Doucement, tranquillement. Et donc, Raoul Hilberg, il a dit comment ça marche la Shoah? Eh bien, il y a plusieurs stades, plusieurs étapes. La première étape, c'est bien gentil de vouloir avoir une politique anti-juive, mais qui est juif? Il faut savoir qui est juif. Alors je demande, qui est juif? Ben nous. Oui, mais ça pour les Allemands, une définition gouvernementale, ben nous, ça va pas les aider. Qui est juif? Quoi? Du sang juif. C'est quoi du sang juif? En fait, même si c'est pas Vous avez entendu parler des lois Nuremberg? Ouais. C'est en 1935. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On définit qui est juif. Définition. Dénonciation. Qui est juif selon la loi? Tout celui qui a au moins un grand-parent juif. Pourquoi ils sont montés aux grands-parents? Bon, parents, ça suffit pas? Arrière-grands-parents, pourquoi pas alors? Alors on va aux arrière-grands-parents. Ouais, c'est trop loin. C'est trop loin. Tout est technique. On a besoin de savoir qui est juif, mais on a besoin de le savoir de manière concrète. Parce qu'on ne va pas aller chercher les gens, on ne va pas toquer aux portes. On a besoin d'avoir des registres. Alors imaginez-vous, si vous arrivez dans les années 30, vous allez, salut t'es juif, alors que tu as un chef du gouvernement qui est très copain avec les juifs, les gens ne vont pas forcément se recenser. Alors l'Allemagne est obligée de se servir de ses archives. Pourquoi il remonte à 3 générations? Parce que 3 générations auparavant, sous Bismarck, la loi avait demandé à toute la population, juive ou pas, de se définir appartenance à une minorité, à un culte particulier. C'est-à-dire chacun devait dire de quel culte il était. C'était pas du tout contre les juifs. Les juifs devaient dire qu'ils sont juifs, les protestants, les catholiques, catholiques. Il y avait des listings clairs de savoir à quelle minorité cultuelle tu appartiens. Et donc ça veut dire, on est 2 générations avant. On est dans les années 1860-1870. Et donc on a des registres. Puisque j'ai des registres, je sais à tes grands-parents, dans la communauté, dans l'âge de tes grands-parents, je sais exactement qui était juif. Donc, à partir de là, les descendants de ces gens-là sont juifs. Maintenant, si je suis remonté à un des grands-parents, ça veut dire quoi? Et bien maintenant, vous comprenez pourquoi il y a une église dans le ghetto de Varsovie. Il y a une église qui est remplie tous les dimanches. Parce que dans le ghetto de Varsovie, sont mis des juifs selon le régime nazi, mais pas juifs selon la halakha. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une non-juive, ils ont des enfants, ils ne sont pas juifs selon la halakha, mais pour les nazis, ils sont juifs, donc ils rentrent dans le ghetto. D'accord? Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas une, mais 3 églises qui vont marcher dans le ghetto de Varsovie. Maintenant ça c'est l'église, mais où est-ce qu'on vit dans le ghetto de Varsovie? Dans ce genre de choses. Et je dis bien ce genre de choses. On a dit la première étape de Raoul Hilberg, c'est la dénonciation. Maintenant, je sais qui est juif. Ensuite, la deuxième étape va être la spoliation. Je vais spolier les juifs. Je leur prends tout. Je leur prends d'abord le droit d'avoir certains métiers, d'exercer dans la fonction publique, d'aller dans les endroits publics, d'aller dans les jardins, d'aller dans les bars, d'aller dans les trucs. Et petit à petit, je vais aussi leur prendre leurs biens. Et ainsi de suite. Tout ça pour amener à la 3e étape, c'est celle dont on parle maintenant, la mise en concentration dans le ghetto. La ghettoïsation. On met les juifs dans un ghetto, on les part. Maintenant comprenez bien, l'idée de la mise en ghetto, elle est très 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 ancienne. Le mot ghetto, il n'est pas nazi. Ghetto, ça n'a pas une connotation allemande. Ça a une connotation quoi? Italienne, exactement.
Le ghetto, ça vient pas des non-juifs. C'est les juifs, au départ, en Italie, qui ont décidé de vivre entre eux, pour se protéger et ainsi de suite. Là, ça va être dur, là. Ah, il nous charrie là, vraiment. Bekitso, je ne sais pas ce qu'ils font, c'est pas grave. En tout cas, à ce moment-là, les juifs décident de rester entre eux pour être protégés. En plus, je vois mal. C'est Venu Shalom Alechem, hein. Mais pourquoi il Bah, chante? pourquoi on fait ça? Je vous explique, parce qu'en ce moment à Varsovie, il y a des grandes célébrations, parce que hier, le grand musée juif, le nouveau musée vient d'ouvrir. Donc il y a plein de concerts, c'est pour ça qu'on n'a pas pu venir à la synagogue tout à l'heure, parce que la synagogue fait office de centre de conférence hier, aujourd'hui et demain. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu venir. Tu rapportes quoi? Mais je pense que c'est un chrétien qui veut faire les amitiés judéo-chrétiennes. Je vais faire copain avec nous.